Mais là, Antoine, tu sais pas le sujet encore. Non, Ah, mais j'ai des petits indices. Ah, d'accord. Parce que ton prénom, je l'ai déjà entendu par le passé. Ah oui. C'est ça. Voilà. Oui, Donc oui, je fais des liens. Oui, je c'est fais ça. des liens. Donc oui, c'est mort, quoi. Pour le secret. N'avait-il pas une passion? C'était un connaisseur, mon père, un grand passionné d'art et de brocante. Il a aussi une passion pour les poissons japonais. C'est pas commun. Puisque cette passion m'aide à vivre, pourquoi m'en priverais-je? Alors tu nous racontes tout ça, puis on va faire dodo parce que basta, hein? Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Saveur Passion. Je suis toujours accompagnée d'Antoine. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Bonne journée de canicule? Oui, fin de canicule, effectivement, en plein mois de mai. Donc pour ceux qui écouteront ce podcast, je ne sais pas, en août ou en septembre, peut-être que ce sera pareil. Mais voilà. On a été surpris au mois de mai par la canicule. Et donc on accueille un nouvel invité ici, qui s'appelle René. Bienvenue René. Bonjour. Merci d'être ici, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc j'aimerais te faire deviner la passion de René, mais je pense que rien qu'au prénom René, tu as une idée de quoi on va parler aujourd'hui? Oui, j'ai une petite idée, puisque il faut savoir que Manon et Étienne ont tendance à souvent partir en week-end un peu partout en France, et que jusqu'à récemment, ils n'avaient pas de véhicule pour pouvoir partir, ou ne serait-ce que pour pouvoir faire des petits trajets. Donc ils allaient chez un certain René pour lui emprunter des véhicules qui étaient bien utiles pour faire leurs petites aventures. Donc j'imagine que c'est ce même René, mais peut-être que il y a plusieurs René, je ne sais pas. Peut-être que j'ai tout un catalogue de René dans mon entourage. Exactement, qui sait. Mais en tout cas, je dirais comme ça, René passionné de voitures. Voilà. Moi, c'est ça, voilà. Donc c'est bien le bon René. C'est bien le bon René. Qui a fourni quelques voitures pour partir en vacances, en week-end ou même en opération professionnelle. Bien sûr. C'est ça, et pas n'importe quelle voiture. On peut dire peut-être que tu as un certain goût pour des voitures plutôt anciennes. Oui. Et puis, c'est même très restreint puisque je n'ai que des Peugeot. J'ai eu avant quelques autres véhicules, mais là, c'est relativement standardisé entre des 306 break ou des 205. La 205 ayant fêté ses 40 ans et étant plus youngtimer, comme on dit, que le 306 break, quoi. Le 306 break, c'est plus utilitaire. Et d'ailleurs, je me suis attaché à ce modèle-là. C'est que la première que j'ai eue, je suis descendu en Corse en ayant découpé 2 matelas de mousse pour mettre derrière. Et je me suis dit, mais ça fait un van en 2 secondes où on dort. En enlevant la banquette arrière, on a pile 1m90, ce qui est rare dans un break, même plus gros. Et donc, j'ai adopté le modèle à cause de ça. Je pense que c'est celle-ci qu'on avait peut-être pris un été et qu'on avait fait vraiment exactement la même chose avec Étienne. On avait mis nos 2 matelas, c'était pile poil notre taille. Et après, on pouvait aller partout. C'est la liberté après, derrière. Donc, t'en as combien des voitures en ce moment? À peu près une douzaine, 12, 13. Alors, quand je dis à peu près, c'est qu'il y en a toujours une ou deux qui sont pas aptes à rouler. Il y en a toujours une ou deux qui sont en panne. Et j'en ai pas 13 chez moi. C'est-à-dire que parce que ça prend de la place. Voilà, quand même. Alors, j'ai un peu de place. J'ai la chance d'avoir un grand jardin qui me permet quand même d'en loger. Mais c'est aussi que j'en distribue à tous mes enfants. Je suis le pourvoyeur de voitures de la famille, quoi. Mais uniquement, du coup, des 205 ou des 306. Ou des 306. Très bien. Alors maintenant, j'ai même un petit-fils de 20 ans qui conduit et qui, lui, a un peu honte de ce type de modèle. Alors, à chaque fois, il se lamente. Il dit, c'est pas vrai que papy a encore ramené une 205. En se disant, ça, on n'en finira jamais. Alors, il est fort possible que dans 3-4 ans, ça soit l'inverse, qui réclame une 205, parce que ça sera très fun. Hein. C'est la mode, c'est comme ça, ça revient, quoi. Ouais. Après, en ce moment, le prix de l'essence, c'est compliqué, donc effectivement, une 205, peut-être qu'elle consomme pas mal, je sais pas, mais... Non, 205, 306, non, pas tant que ça. Mais il y a un engouement déjà sur ce que Nathan, mon petit-fils, n'a pas saisi. Mais il y a un engouement pour la 205. Elle se vend 2-3 fois plus cher qu'une 306. Ok. C'est déjà dur à trouver une 205. Là, parce que la rareté, en fait. C'est pour ça qu'elle c'est l'engouement qui est venu avec l'anniversaire des 40 ans du modèle. Qui était sorti en 83. Ok. Et toi, René, du coup, tu as eu
Est-ce que ça a été ta première voiture, la 205 ? Non, j'ai commencé à acheter la première 205 il y a, je dirais, 25 ans à peu près, quoi. Ok. Et avant ça ? Alors avant ça, j'ai eu plutôt des grosses Citroën parce que j'adorais la suspension hydropneumatique. Donc j'ai eu une CX, j'ai même eu une BX, mais enfin ça c'était plus modeste, et puis une XM. Et d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, je regardais en coin les C6 qui ont été la dernière grosse berline Citroën, qui a été même la berline présidentielle. Il y en a encore sûrement dans les garages de l'Élysée. Ça a été le dernier gros modèle qui était un peu comme un tapis volant sur la route. Le principe de la suspension hydropneumatique, c'est qu'on avait un confort absolu, quoi. Oui, qu'on ressent pas du tout les vibrations de la route ou les... Oui, voilà. Ok, et donc cette passion pour les voitures, les Peugeot notamment, elle te vient d'où finalement ? Alors, je peux pas dire, les Peugeot, c'est venu, oui, une de mes premières voitures, enfin, peut-être pas la première, mais j'étais assez jeune et j'avais déjà besoin d'être quand même dans l'utilitaire et dans le pas cher, hein. Donc, j'avais une 404 diesel, qui était le premier modèle de diesel, on va dire, grande diffusion. Après, j'ai dû avoir une 204 diesel et tout ça. Donc, c'est ce côté quand même de la voiture solide et économique qui m'a amené sur cette marque. Et puis après, je me suis quand même aussi laissé tenter par quelque chose qui était très fun à ce moment-là. C'était un cabriolet 504, carrosserie Pininfarina. Ça avait de la classe. Maintenant encore, d'ailleurs. Ça reste un modèle collector très, très prisé pour... Mais que tu en as eu une à un moment ? J'en ai eu une pendant 14 ans, oui, Okay. avec laquelle j'ai vraiment roulé. Que j'ai même adapté en diesel, d'ailleurs. À l'époque, elles étaient toutes essence et je l'avais montée en diesel turbo. Donc que toi-même, tu as adapté ? Oui. Parce que du coup, c'est un peu la question qui me venait en tête, c'est de me dire, ce qui te plaît, c'est les voitures, c'est la manière dont, je sais pas, la forme de la voiture, tu parlais de leur pneumatiques, puissance, leur puissance, ou c'est le fait de pouvoir bricoler avec, de pouvoir les réparer, C'est les deux, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'intéresse à la conception d'un véhicule, on a une propre idée de ce qu'on voudrait. C'est-à-dire on voudrait à la limite construire, composer son véhicule en fonction des critères qu'on aime le mieux, de ce qu'on privilégie. On est plus flexible, quoi. C'est ça, dans ce qu'on veut en fait. Quand on s'y connaît pas, voilà, on sait que, je sais pas, on veut une voiture avec 3 places à l'arrière et qui puisse faire tant de kilomètres et selon notre utilité, quoi. Et on l'achète, alors que toi, tu les achètes et après tu les modèles en fonction de ce que tu veux. Je fais quand même peu de modifications. Finalement, la seule importante que j'avais fait, oui, c'est dieseliser un modèle essence à l'époque où assez peu de modèles sortaient en diesel et il y avait un écart sur le prix du carburant qui était très important à ce moment-là et qui méritait. C'est parce que, a priori, un moteur essence était plus, j'allais dire, plus fun à conduire, plus performant que le diesel qui claque, qui est bruyant et qui fume, quoi. Voilà. et du coup, quand tu as fait ce changement quand même d'essence à diesel, t'as été aidé par des gens qui t'ont appris. Comment t'as fait ? Parce que quand tu sais pas faire, enfin, c'est vu que c'est la première fois que tu faisais. Là, il faut que je remonte, faut que je rebobine le film. Il faut que je remonte en arrière. Bien sûr, parce que ce que j'allais dire, ça s'apprend pas. Comment on apprend tout ça ? Comme ça, déjà, comment fonctionne une voiture. Après, qu'est-ce que je peux changer ou pas, sans tout casser. Bien sûr, bien sûr. C'est un savoir-faire qui se construit en des dizaines d'années. Bien sûr. Bien sûr. Surtout quand on part comme moi, sans formation, c'est-à-dire dans une voie de hobby. Pour moi, ça a toujours été qu'un hobby en parallèle. Je n'ai jamais fait aucune formation en lycée technique ou en mécanique. Ouais. Oui, c'est-à-dire que ton métier n'a jamais été de travailler dans le monde de la voiture, de la mécanique. Un petit peu dans le monde du transport, juste après ma vie d'étudiant, très jeune, parce que j'ai arrêté j'ai dû faire 3 mois de médecine après le bac, j'avais 17 ans et demi, et j'ai claqué tout ça pour me lancer, oui, dans le transport, dans l'automobile, mais ça a été une courte période. Donc, si je rembobine le film, je pense que finalement, déjà, l'intérêt de faire par soi-même,
il était très valorisé par ma mère, qui elle-même faisait référence à son père, à mon grand-père paternel, dans ce côté de l'homme qui sait tout faire, quoi, qui sait tout faire et qui est habile de ses mains. Hein. Mon grand-père paternel était tonnelier, qui était un métier orléanais, puisque à Orléans, il y a les fabriques de vinaigre, des Sceaux, Martin Pourret et autres, et mon grand-père avait, dans sa carrière, alternativement été soit ouvrier dans ces sociétés-là, soit indépendant à son compte dans la tonnellerie. Incroyable. Métier qui a évidemment, qui a disparu pas totalement, puisque il y a encore des tonneaux, il y a encore dans le Bordelais des grandes cuves en chêne et tout ça, quoi. Et d'ailleurs, j'ai vu que mes grands-parents habitaient au 57 rue du Château-Gaillard. Leur jardin a été exproprié pour faire l'avenue des Droits de l'Homme. Et au bout de l'avenue des Droits de l'Homme, maintenant, il y a un pressoir il y a un pressoir et un tonneau qui a été mis. Ah oui, exact. Voilà. Oui. Et, alors, c'est assez drôle parce que c'est à 400-500 mètres d'où lui avait son atelier de tonnellerie. Incroyable. Ok. Donc c'est déjà ma mère qui valorisait ce savoir-faire et donc qui n'hésitait pas à me payer des fournitures, des petits outils, des choses comme ça, et qui m'a lancé là-dedans. Depuis tout petit, du coup. Oui, depuis tout petit. Et puis après, j'arrive au lycée. J'étais scolarisé au lycée Potier à Orléans. Je rencontre un ami, un gars de ma classe qui devient un copain. Et son père était instituteur, tout comme ma mère, d'ailleurs, dans le village d'à côté. Moi, j'étais sur Mardier. Eux, ils étaient sur Chessy, Saint-Jean-de-Bray. Et donc, le père de ce copain, André Petit, cet homme, m'accueille chez lui. C'était l'instituteur bricolo, géotrouve tout, passionné là aussi de tout faire par ses mains. Et je me rappelle, alors maintenant je dis cet homme a été mon père de substitution. Alors là je vais vous faire un peu sans faire Cosette, mais l'épisode de ma vie. Mais moi j'ai eu un père qui a été frappé d'une maladie d'Alzheimer très jeune. J'avais 10 ans et il est décédé, j'avais à peine 20 ans. Et donc, il y a eu forcément un transfert sur cet homme. C'est pour ça que je parle de père de substitution, parce que il m'a transmis ce que mon père pouvait plus me transmettre du tout. Et mon père n'était pas du tout bricoleur, il n'était pas du tout là-dedans. Dans quel métier il faisait quel métier? Il a eu 2 carrières. Il a été dans une plantation de café en Côte d'Ivoire pendant une quinzaine d'années. Wow, okay. Et puis après, revenu en métropole, on disait à l'époque, à l'époque des colonies, il s'est reclassé, mais en apprenant sur le tas, comptable dans une société. Okay. Une société qui faisait des pâtes de fruits à Vency. Ok. Et donc, c'était un homme de la campagne au départ, et il faisait du jardin, beaucoup de jardin. Il faisait du vélo, et ce qui était rare à l'époque. L'auto restait toujours au garage, et il faisait pour y travailler à peu près 40 km en vélo. Bon. Mais finalement, ça, tu l'as gardé quand même. T'es quand même venu en vélo jusqu'ici. Alors je l'ai retrouvé maintenant. C'est-à-dire après avoir fait, j'allais dire, un peu une crise anti-père où je détestais le jardin et je faisais que de la voiture et pas de vélo. Je découvre maintenant que je me remets à faire un peu de jardin. Voilà, j'ai plaisir à avoir un jardin. Comme quoi, dans la vie, il y a des histoires comme ça qui se jouent entre la manière dont on peut se poser soit en copie de ses parents, soit totalement en opposition. Voilà. Et donc, toi, tu avais trouvé ton père de substitution, et là, pour le coup, tu voulais copier. C'est même pas que je voulais, ça s'est fait. Et puis, ça. Alors, j'y repensais là, ces derniers temps. C'est pour ça que je suis très content de venir là aujourd'hui, parce que. En parallèle, ma fille m'avait acheté une petite application pour écrire. Maintenant, il y a des applications qui permettent d'écrire son livre sur soi ou sa famille avec une aide IA, une aide de dictaphone et tout. Et donc, j'ai un peu commencé là-dessus. Donc, ça m'a levé, évidemment, tout un tas de questions. Et quoi raconter? Quel est l'intérêt? Et puis ça a dû remonter des souvenirs auxquels tu n'avais pas pensé depuis longtemps aussi, en y réfléchissant. Oui, tout à fait, quoi. Et donc, il y a des phrases clés. Je me rappelle, il disait « Un papa doit savoir tout faire ». C'est fort de sens. Où il disait, dès que j'amenais un truc, je disais « Bah non, ça c'est mort, je vais le racheter ». « Non, va pas gaspiller ton argent chez les marchands ».
Voilà, donc c'est toutes ces phrases-là qui ont, je dirais, formaté ma vie finalement. Et j'ai eu l'occasion de revoir à plusieurs reprises l'un de ses fils et je me rends compte qu'il a eu plus d'influence, enfin il a transmis plus de choses sur moi que ses propres fils qui, eux, ont pas trop pris, l'ont pris d'une certaine manière, ce relais du savoir-faire manuel. Cette philosophie, au final, c'est oui. un peu une philosophie de vie. Oui. Alors pour eux, il y avait aussi un autre élément, c'est que derrière la réparation des voitures, c'était le voyage. Et donc là, ils m'ont fait rêver vraiment de ça. Alors moi, mes parents allaient quand même tous les étés 3 semaines en camping, donc tout le monde ne le faisait pas dans les années 65-70. Néanmoins, eux, c'était au-delà, c'est-à-dire la veille au soir, on sortait un moteur d'Aronde ou de 403, l'atelier fonctionnait jusqu'au milieu de la nuit, et le lendemain, ils partaient pour 5 semaines en Norvège, en Turquie, en Grèce. Des voyages qui étaient quand même rares à ce moment-là. Avec les enfants et tout ça ? Avec les enfants, à 5 dans une voiture et des petites tentes canadiennes et en dormant hors des campings en plus. Camping sauvage, ouais. Camping sauvage. Alors, ils le faisaient en équipage. Il y avait plusieurs voitures, ce qui donnait de sécurité dans ces pays-là pour bivouaquer un peu à n'importe quel endroit. Quand on est une quinzaine de personnes, c'est plus facile, évidemment. On se sent plus en sécurité pour faire ce voyage. Donc, ces voyages-là m'ont vraiment fait rêver. Et donc, c'est là que, pour moi, il y a l'intérêt du fonctionnement d'une voiture. Enfin, c'est quelque chose que je maîtrise. Mais derrière, c'est la liberté que ça donne. Parce que, et c'est là que je suis un peu un antisocial, parce que les 3 quarts des gens ici, ils sont là à se dire, je prends une voiture moderne en LOA et puis je suis tranquille. Moi j'ai l'argument totalement inverse, c'est-à-dire si on veut avoir un peu de liberté, c'est-à-dire pouvoir partir dans un pays d'Afrique ou ailleurs quand on veut avec sa voiture, il faut en avoir une qui a au moins 20 ans, sinon... oui, avec le moins d'électronique possible pour pouvoir réparer... Voilà, tout à fait. Comme on peut. Et donc, t'étais pas invité dans ces voyages-là Non, pas du tout. De ton père de substitution. Voilà. Et après, t'as pu faire tes propres voyages à partir de peut-être une vingtaine d'années, etc., quand t'as commencé à apprendre à justement ce savoir-faire-là. Oui, même si j'ai pas fait de voyage lointain, mais oui, ça m'a tout de suite permis d'avoir un accès à l'automobile à moindre coût. C'est ça aussi. Oui, parce que tu achetais déjà à l'époque des modèles qui étaient déjà vieux, enfin pas les modèles les plus récents, parce que déjà ils coûtaient moins cher et en plus il y avait ce que tu nous disais, la réparation plus facile, meilleure compréhension de comment ça fonctionnait. Je me rappelle avec mon frère avoir acheté 2 4 chevaux pour peut-être 50 francs, alors ce qui ferait maintenant 50 euros ou 100 euros, enfin voilà. Ah oui, c'est pas grand-chose. Ouais. Oui, on a démarré des fois avec des toutes petites sommes. Bon. Mais il faut... c'est ce que je te disais là quand on s'est téléphoné la semaine dernière. Faut le replacer aussi dans le contexte de l'époque où pour un garçon tout petit, il y avait le cadeau de Noël, c'était quand même le garage, c'était les petites voitures. Bien sûr. Et d'ailleurs maintenant le camion de pompier et les petits soldats. Et là j'ai dit absolument pas, parce que je rappelle qu'on n'était pas comme en ce moment en train de lancer les productions de missiles, mais on était dans les années 68 antimilitaristes. Donc les soldats de plomb, ça c'était bien avant, et il était hors de question de jouer avec ça. J'ai eu la chance moi de connaître des années où on ne s'imaginait pas un retour de la guerre. On ne s'imaginait pas qu'un jour on reconnaîtrait une situation de populisme et tout ça comme on connaît maintenant, quoi. Donc le petit garage, la voiture, et puis après, quand on habitait en campagne, pour un garçon, avoir sa mobilette. Alors, je dis un garçon parce que c'était quand même très genré. Bien sûr. De fait, une fille n'avait pas une mobilette, ni un scooter, ni tout ça à ce moment-là. Toi, t'es passé par la mobilette Oui, bien aussi, sûr. Oui. Bien sûr, chez André Petit, je lui ramenais mon moteur de mobilette et tout ça, bien sûr.
Et alors, moi, mes parents, comme mon père a perdu la tête, je faisais ce que je voulais. Hein. À 17 ans, je piquais discrètement l'auto, je partais avec la voiture, enfin bon. L'auto des parents. Oui, voilà. Bon, alors qu'eux, bien sûr, quand même, ils avaient tenu une éducation qui tenait à peu près la route. Et, c'est le cas de le dire. Et ils n'ont jamais autorisé leurs enfants à avoir une mobilette, par exemple, pour le danger, parce qu'il y avait déjà du danger sur la Après, route. c'était un moyen quand même de se déplacer quand on est jeune, hyper pratique pour aller un peu loin. Surtout, ça dépend. Quand tu habites en ville, c'est un peu plus simple, mais hors de la ville, t'as pas de mobilette, t'as pas de voiture, c'est compliqué, quoi. Ah bah quand oui. t'es jeune. Mais même maintenant, c'est-à-dire maintenant. Oui, même maintenant. Mais... Je vois, j'ai 2 petits-fils qui habitent à Châteauneuf et qui rêvent, là, qui ont 14 ans et qui rêvent d'avoir un booster, d'avoir un scooter, parce que, oui, c'est complètement différent qu'un jeune qui est dans l'agglo d'Orléans et qui a sa ligne de tram et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu dirais que tes enfants ont baigné là-dedans aussi, comme toi, tu as baigné dans tout ce monde-là de savoir, en fait, être autonome pour après accéder à ses rêves? C'est un peu ça, à ce qu'on veut faire. Oui, d'une certaine manière, oui. Pas de la même façon, parce que, évidemment, quand on a un père qui répare, on apprend peu, on se repose. Et on le laisse faire. Oui, c'est un peu, ça. on donne à papa, allez, tu peux nous réparer ça, s'il te plaît? Oui. C'est une chance d'avoir ça. Et donc, ça saute une génération, je dirais. Ouais. Bon, néanmoins, là, par exemple, avec mon fils Julien, on a acheté tous les 2 un vieux voilier. Et l'an dernier, pendant 3 semaines, on a passé 3 semaines dans la cale à faire une remise en état moteur. Et là, Julien s'y mettait. D'abord, il y avait un sens de transmission et de sécurité. C'est-à-dire qu'autant sur une voiture, en plus les gens maintenant, vous savez, ils sont dans le surassurance. Elle tombe en panne à 100 mètres, on appelle la dépanneuse, le taxi, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Alors qu'en bateau, c'est un élément de sécurité de pouvoir faire l'essentiel quand on est en pleine mer. Voilà. Hein, donc, oui, il n'y a personne qui va venir te chercher. Oui. Parce que du coup... Et pour citer une anecdote, à coup, j'étais content, c'est que pendant que j'épluchais ma salade chez moi, je m'étais mis en haut-parleur et je guidais Julien qui changeait un démarreur à Bordeaux. Je lui avais envoyé le démarreur de remplacement et les clés qu'il fallait. Et de tête, comme ça, je lui disais, là, tu as un boulon de 13, il va être un peu dur. Après, tu auras un 12 derrière. Ouais, tu visualises tout, quoi. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Par l'expérience, parce que tu as tellement touché à des moteurs. Oui, et en même temps, la facilité d'avoir plusieurs modèles, parce qu'à la fin, il me dit, oui, mais le câble d'accélérateur, il passe au-dessus ou en dessous du filtre à air? Je dis, là, je sais plus, mais comme il y a la même dans la cour, je vais voir. Eh oui, voilà. Eh oui, c'est pas mal. Il a tout un... C'est vrai que ton jardin, c'est un peu comme un musée, quoi. Il y a toutes tes voitures qui sont là, qui attendent, et puis tu passes de l'une à l'autre. Est-ce qu'il y en a que tu n'utilises jamais et qui restent là et que tu veux pas vendre aussi par sentiment Alors, il y en a 2. Alors ça, il y en a... Je vais commencer par la plus simple. Je me suis acheté un beau van, un van Mercedes, dont je me sers quasiment jamais. Parce que finalement, c'est trop luxueux pour moi. Alors, quand je dis jamais, de temps en temps, j'ai plaisir à rouler avec. Il a un moteur puissant, c'est un beau joujou. Mais je me rends compte à l'usage que soit je prends le train, l'avion, le vélo. Quand je vais chez ma fille près de Nantes, c'est toujours pour bricoler une autre voiture. Donc, comme il faut que je charge 5-6 caisses de matériel, du coup, je reprends un vieux break 306 qui fera mieux le job. Et si bien que le van est souvent au garage. Et en plus, il a eu un incident d'airbag qui a fait pas de pièces d'airbag. C'est-à-dire que là, j'ai goûté au charme des véhicules récents, c'est-à-dire Mercedes incapable de fournir les airbags, aucun garage capable de les reparamétrer. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai heurté un îlot central en rentrant dans un village. Ça a éclaté 2 pneus. Pour moi, c'était une broutille, les 2 pneus éclatés. À part que ça a déclenché les airbags. Et là ça y est, on rentre dans des réparations à 3, 4, 5 000 euros. Enfin, ça devient n'importe quoi. Tout ça, j'aurais eu un véhicule de 20 ans de plus, je remettais 2 pneus, puis voilà, quoi. L'affaire était réglée. Bon. Alors, premier véhicule. Deuxième véhicule qui ne sert pas, c'est un beau break Volvo 4 roues motrices, mais c'est une histoire de famille. C'est parce que ce break appartenait à mon frère qui avait eu un grave accident, qui s'était retrouvé handicapé et qui, avec ses indemnités de handicap, pour continuer à pouvoir sortir de son centre d'handicapé, il avait souhaité avoir une voiture et donc j'avais acheté ce break Volvo all-road qui est suffisamment haut pour permettre un transfert d'un fauteuil roulant qui est ni trop comme un 4x4, ni bas comme une berline. Voilà, c'était l'engin adapté.
À part que j'étais tuteur de ses affaires, ça a créé tout un bug, cette histoire de voiture, si bien que j'ai pas pu, depuis 10 ans, m'y remettre dessus. C'est vrai? Oui. T'as pas allumé le contact depuis 10 ans? Alors si, de temps en temps, quand même, je la fais tourner. L'an dernier, mon grand-fils, il y a même 6-7 mois, avait commencé à s'y remettre, mais j'étais encore pas dedans, donc comme je ne l'ai pas soutenu là-dedans, il est passé à autre chose. Je me suis donné l'objectif quand même, cette année, de la remettre sur la route. Voilà. Mais c'est difficile pour toi, quoi. Oui. Alors, Julien m'avait dit, bazar de là, c'est un mauvais souhait. J'aurais dû bien sûr la vendre quand il est décédé, passer à autre chose et tout. Oui, mais t'as de l'affect avec ce véhicule aussi. C'est peut-être dur pour toi de le vendre, non? Je sais pas, hein, mais... Oui, et il y a de l'affect et il y a toujours de l'économique, je ne le cache pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est quand même un véhicule, enfin pour moi très récent, mais il est de 2005. Donc évidemment, pour d'autres gens, c'est très vieux. Quelques années. Pour moi, c'est très récent. Et parce qu'il a déjà un filtre à particules qui s'est bouché. Donc, vous voyez, parce que dans l'histoire de l'automobile, les problèmes ont débuté dès les années 2000, dès qu'on a commencé à sophistiquer les moteurs, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, là, je me demandais, en fait, les voitures dont tu t'occupes en ce moment, comment tu trouves les pièces? Est-ce qu'il n'y a pas des pièces justement plus rares, vu qu'elles sont plus anciennes? Ou alors, l'inverse, au final, peu de gens s'y intéressent, entre guillemets, et du coup, il y a un marché derrière et tu peines pas à trouver tout ça? Alors, c'est des véhicules, d'abord, qui ont été énormément diffusés. Ouais, en grande quantité, quoi. Oui, la 205, c'est presque 5 millions. C'est très important. La 306 aussi. Bon. En plus, il y a des transpositions, c'est-à-dire dans le groupe Stellantis, Peugeot, Citroën, on a équipé les mêmes moteurs, les mêmes mécaniques, c'est-à-dire on peut très bien prendre de la pièce de Xara, ça va monter tout pareil et tout ça. Bon. Donc, c'est pas un problème, le marché de la pièce. Simplement... Oui, ça fait 10-15 ans que je n'ai pas mis les pieds chez un concessionnaire parce que je commande jamais une pièce neuve puisque eux les ont pu. Tout ça, ils disent non. Et justement, tu vas où pour aller chercher tes pièces? Sur Internet, tu as des sites spécialisés? Oui, il y a d'abord les sites de pièces comme Oscaro, Autodoc. Enfin, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais il y a pas mal de sites de pièces qui diffusent finalement beaucoup de choses. Et puis, il y a le réseau tout simplement du Bon Coin. Maintenant, surtout avec le système d'envoi, si c'est des pièces pas trop lourdes. Alors, des fois, je me déplace loin. Hein, il n'est pas rare que je fasse 200-300 km pour aller acheter des pièces intéressantes, voire une voiture complète. Oui. Hein, parce que donc, tu as toujours un œil quand même à chercher des voitures. Ah oui. Au-delà des pièces. Ah, mais c'est même comme ça que maintenant, ça s'auto-alimente. C'est-à-dire que c'est le plaisir d'acheter, comme des gens font du shopping. Il y a des gens qui ont 25 sacs à main ou 25 paires de chaussures ou autres parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais tac, bon. Et moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, là, il y a quelques mois, d'aller faire un tour à pied d'une dizaine de kilomètres en bord de mer derrière La Baule, le Pouliguen. Et je suis revenu avec une 205 que j'ai payé 400 € après 2 heures de discussion chez un passionné de la carrosserie qui, lui, réparait vraiment des voitures de prestige en carrosserie. Puis bon, je vois cette 205, elle tournait, je suis parti avec, quoi. Oui, puis c'est ça aussi qui doit être intéressant, c'est que tu rencontres des passionnés comme toi. Et tu as des discussions hyper pointues sur certains modèles et tout. Enfin, j'imagine que ça doit être assez satisfaisant, quoi, de voir l'histoire aussi de la voiture avant, comment lui l'a récupérée. Oui, c'est sûr. Oui. Ouais. Bien sûr. Mais moi, je vis en achetant, comment on appelle ça maintenant, en reconditionné, quoi. Oui, en occasion. En seconde main, quoi. C'est un autre nom. D'occasion. Oui, voilà, d'occasion. C'est pour ça que je vais presque jamais dans les boutiques, je vais dans les vides-greniers, donc même mes vêtements, même tout ça, j'achète à peu près tout d'occasion. Seconde main. Oui, c'est ça, c'est la seconde main. Main. C'est le terme que je cherchais, qui est revenu à la mode, avec même des dépôts-ventes de vêtements, de choses comme ça. Énormément. Hein, oui, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt décrié. Enfin, il y avait que les pauvres qui pouvaient aller se mettre des fringues d'occasion. Oui, ça pouvait être mal vu, en tout cas. Mais toi, ça a toujours été, quoi. Oui. Ok. Mais c'est aussi un intérêt économique. C'est un peu comme celui qui va à la pêche ou à la chasse, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on va ramener. Ben oui. Oui, c'est le plaisir de trouver l'aiguille dans la botte de foin, le trésor là. Qui était là, qui était caché derrière des bouquins sur une étagère. Voilà, et de pouvoir se laisser aussi tenter à moindre prix. Oui. Il y a un article qui vaut 50 €. Si en vide-grenier, on l'achète 5 €,
Bon, même si ça a été un peu pulsionnel et qu'on ne sait pas quoi en foutre une heure après, c'est pas très grave. Oui. On arrivera à leur placer 4 € puis l'affaire est jouée, quoi. Ça permet de pas faire trop de folie dans des achats. Voilà. C'est ça reste des folies raisonnables. Est-ce que tu te mets des limites quand même, ou tu te dis, bah là, non, c'est trop cher, je suis pas prêt. Ok, j'adore cette partie de voiture ou autre, mais là, c'est trop cher, donc non, je l'achète pas. Je me mets une limite et je passe mon chemin, je vais vers autre chose. Ou il y a des trucs, tu craques. Je me mets forcément... Oui, je me mets une limite. Là, tout à l'heure, en vélo, j'étais derrière une 2 chevaux Charleston. Et d'ailleurs, il y avait un bandeau sur la lunette arrière. Ce n'est pas une voiture, c'est un art de vivre. Quand j'ai entendu démarrer, moi, j'ai eu des 2 chevaux et tout ça. Ça m'aurait tenté. Mais maintenant, une 2 chevaux comme ça, dans l'état où elle était, c'est pas loin de 20 000. Et je ne mettrais pas 20 000. Ouais. Alors que, étant jeune, je les achetais l'équivalent de 50 €, quoi. Voilà. Donc, oui, je vois. Forcément, forcément qu'il y a une limite. Oui, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une voiture ou un style de voiture au fond de ta tête, tu te dis, attends, j'aimerais vraiment avoir cette voiture-là, et peut-être que si je la vois à des prix convenables, je vais craquer dessus, et une sorte de petit rêve. Là, maintenant, ça serait un gros 4x4 Toyota Land Cruiser. Ah, mais là, quelque chose de beaucoup plus moderne, alors. Ah non, parce que des Land Cruiser, il en sort depuis 25-30 ans. C'est un peu comme le Land Rover anglais, quoi. Oui. Il y a eu le Land Rover anglais, il y a eu le Range qui était de luxe, et le Land qui était, lui, les Land, les premiers en alu tout carré. Là, on les voyait dans les séries d'Actari et compagnie. Il y en a eu partout en Afrique, tout ça. Quoi. Mais ce type de voiture, si je me trompe pas, moi, à un moment, je regardais beaucoup sur Internet, sur YouTube, des gens partir en voyage pendant des mois en Afrique, en Asie, voilà, ils partaient avec ce style de voiture parce qu'ils savaient le réparer derrière. En tout cas, ils pouvaient trouver des pièces un peu partout, possiblement dans des garages dans n'importe quel pays. Oui. Et donc, ils prenaient ce type de voiture. Ouais. Sur lequel certains même ajoutaient, je crois, une tente sur le toit. Oui, c'est vrai que ça se fait beaucoup. Il y avait vraiment, en fait, il y avait plein de manières. C'était un véhicule, en tout cas, très fiable. Et puis, c'est quand même du tout-terrain. Il y a aussi ça, quoi. Bien sûr. Quand on part dans un voyage comme ça. Oui, et puis, le Land Cruiser, oui, c'est une référence partout en Afrique. Ouais. Alors, c'est du haut de gamme, hein, c'est très cher. Hein, mais ça reste, oui, le véhicule mythique aux 4 coins du monde. Dès qu'on passe dans des pays où il y a des pistes, où il y a tout ça. Ouais, quoi. Exactement, on passe partout, quoi. Ouais. Oui. Bon, alors j'ai quelques petites questions pour vous. C'est le moment. J'ai fait un petit quiz sur des voitures anciennes, justement. On a déjà nommé un certain nombre de voitures. Et du coup, Antoine, je te mets en compétition avec René, ce qui va être très compliqué. Je pense que ça va être très très compliqué parce que René, avant que tu commences ce quiz, moi, je n'ai eu dans ma vie qu'une seule voiture, une Clio 2 Campus hybride. GPL essence, je crois. Oui, ouais. Voilà. Et ma connaissance, on va dire, des voitures est assez limitée. Mais je vais essayer de m'en sortir. On va voir. Elle m'a rendu de fiers services, cette voiture. Voilà. Même si elle t'a pris toutes tes affaires. Elle m'a pris, exactement. J'ai eu des petites histoires compliquées. Voilà. Ça, c'est pas de la faute de l'auto. Non, même si l'auto... Il défend l'auto. J'ai eu classique, le joint de culasse, le moteur. J'ai eu un moteur. Mon moteur a changé à un moment. On m'a mis un moteur de Smart dedans à la place des histoires. Pourquoi pas. Bref, voilà. Mais parce que tu n'étais pas autonome dans tes réparations de voitures. Non, exactement, parce que je n'avais pas du tout la connaissance que toi tu as, et j'étais dans l'incapacité de réparer quelconque voiture que ce soit. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai des amis qui aiment bien réparer des vieilles voitures, notamment des 4L, et qui du coup, des fois me partagent un petit peu, parce que c'est plus simple. C'est sûr que ça peut être sympa d'être proche de personnes comme toi. Enfin, je pense que tu dois avoir plein de proches autour de toi qui te demandent des conseils par-ci, par-là. Oui, enfin... nous les premiers avec Étienne, hein, encore dernièrement. Oui, tout à fait. On venait prendre conseil. Avec le fameux moteur PureTech et compagnie. C'est ça. René, c'est notre consultant voiture. Alors, donc... On parlait justement des 4 chevaux et des 2 chevaux, etc. Donc, première question. Si vous avez la question, vous pouvez faire... Est-ce que vous pouvez faire peut-être si vous avez la réponse, pardon, vous pouvez faire un petit bruit de... Voiture. De klaxon, je m'étais dit. En guise de buzzer, tu vois. C'est compliqué, ça. Un petit klaxon, tu peux faire un petit test ? Un petit klaxon Si vous avez la réponse.
je sais pas, Dring, c'est pas du tout, c'est une voiture, Ça, moi, j'entends le vélo. J'entends le vélo, le dring du vélo. Bah, c'est peut-être. C'est dur le bruit d'un klaxon. C'est très dur. dur. On dirait coin, mais les anciennes poires là, des tacos. C'est dur. Mais justement, moi, j'ai des amis qui ont customisé leur klaxon sur des vieilles voitures comme ça, qui ont mis des bruits un peu loufoques. Bah vous faites le bruit que vous voulez pour me dire que vous avez la réponse, ok. Ça me fait penser que, quand, il y a 30-40 ans, il y avait la mode des klaxons à 5 trompes qui faisaient la cucaracha, qui faisaient... Mais oui. Oui, ça a complètement disparu. Ça. Mais bien sûr. Et même dans un peu dans tout au niveau sonorisation, des gens qui mettaient une sono incroyable, soit dans le coffre de leur voiture ou dans leur voiture, et ils allaient à des rassemblements pour voir à quel point ils pouvaient envoyer du son. La voiture et était du bon une son enceinte. avec les voitures. Oui, c'est ça. La voiture était une enceinte. Alors, c'est ce qu'ils font en République dominicaine. J'ai un de mes fils qui y a passé 2 années. Et là-bas, ils ont besoin d'être tout le temps dans de la musique très, très forte. Ouais. Et donc, ils mettent des enceintes dans le coffre de l'auto. Ils vont sur le bord de la plage. Et alors là, mais c'est à se faire exploser les oreilles. Hein. C'est du maxi. Quitte à ce qu'il y ait une voiture tous les 10 mètres. Ça devient une cacophonie inaudible. Ah oui. Ils adorent. Trop marrant. Donc, de quelle couleur étaient les premières Renault 4 chevaux? Et est-ce que vous savez pourquoi cette couleur? Ouh là là. Est-ce que tu as la réponse, René? Alors, sur la couleur. Non, j'ai pas la réponse, mais il me semble que c'était un vert assez pas très loin d'un kaki, mais un peu plus joli quand même, et qu'aurait pu être des surplus du matériel de guerre, puisque les usines ont été reconverties en usines d'armement, et la 4 chevaux sortant, si je me souviens bien, en 52, on n'était pas loin, justement. Donc ça, voilà. Ah, mais ça me fait penser enfin, comme beaucoup de marques de voitures, peut-être Peugeot également, mais récemment, j'avais entendu parler de Fiat, qui en fait a eu plein de changements, a fait des chars pendant la Première Guerre mondiale, puis derrière s'est reconverti en civil, puis de nouveau en militaire, puis de nouveau en civil. Ah oui? Voilà, pour faire, parce qu'en fait, à la fin de la guerre, ils se retrouvaient avec, je sais pas, ils avaient tant d'employés, mais ils n'avaient pas assez de commandes en fait. Donc ils sont obligés, parce qu'il y avait moins besoin de chars. Et donc il faut bien qu'ils se réorganisent pour pouvoir... les fils de production pour que les chaînes tournent, quoi. Volkswagen est en train d'adapter ses usines pour faire d'armement en ce moment. Ah oui? C'est ça. Ok. Oui, on y revient, quoi. Surtout que l'Allemagne a remis beaucoup de budget dans le militaire. C'est pour ça que ça met. Ouais, c'est pas étonnant que ce soit Volkswagen. Donc, alors la 4 chevaux, la couleur. C'est presque ça, mais la couleur est mauvaise. Mais c'est la belle histoire que tu racontes. Alors, beige. Oui, en fait, c'est un jaune un peu des sables. Parce que du coup, c'était en effet après la guerre où il n'y avait plus vraiment de couleurs de disponibles. En tout cas, on ne pouvait plus les créer véritablement. Et en fait, c'était la peinture qui avait servi à peindre les chars de l'Africa Corps, qui étaient du coup sur les guerres en Libye, en tout cas dans des territoires de désert. Ouais, et du coup, c'était la seule couleur qui était faite. Et d'où cette couleur qui avait été, donc c'était, alors tu parles de 52, et elle a été présentée au Salon de l'Auto en 46, et donc cette couleur qui était un peu étonnante, mais la seule qui pouvait être faite, voilà, d'où ce jaune désert. D'accord. Mais tu avais une bonne partie de la réponse. J'en ai pas vu, c'est-à-dire que il n'a pas dû en être fait tant d'exemplaires que ça. Parce que d'abord, c'est vrai que l'automobile s'est relancée comme ça juste après-guerre, mais a fallu le début des 30 Glorieuses pour que vraiment les chaînes produisent. Et ça a été après les années 50, c'est-à-dire que les années 46 à 50, 52. L'Europe était détruite. Voilà, c'était encore des années de misère et ainsi de suite. Et la production s'est vraiment relancée après, quoi. Et du coup, la 4 chevaux est arrivée avant la 2 chevaux ? À peu près en même temps, parce que la 2 chevaux, ça j'en suis certain, a été élaborée avant-guerre. D'accord. Avec même un moteur en plus rudimentaire. Il n'y avait même pas de démarreur, c'est-à-dire de l'intérieur, on la lançait comme une tondeuse. Ah oui, d'accord. Ok. C'est ça. Ok. Ah oui, mais ça va exactement avec ma deuxième question qui est sur la 2 chevaux, justement. Et donc, elle a été conçue un peu plus tôt, mais elle a vraiment été commercialisée en 48, il me semble, donc pas très loin de la 4 chevaux. Au final, c'était à peu près en même temps. Et alors, il y avait quelque chose d'assez insolite dans son cahier des charges de la 2 chevaux. Je ne sais pas si tu sais. Ah oui, je le connais. Tu connais cette petite... Alors, pour t'aider, c'était lié en fait à la cible déjà du modèle,
C'était un modèle de voiture qui avait une cible un peu particulière pour l'époque. On ciblait un type de population, plutôt une population rurale, déjà. Ouais. Donc, Quel objectif pouvait y avoir dans ce cahier des charges que ça qu'on devait passe sur remplir les petits chemins de terre C'est comme ça presque ça. Ouais, c'est en fait que la 2 chevaux, peut-être que tu veux le dire, René, c'était la réponse. Je peux dire plus précisément. Bah le cahier alors, des je charges, t'en c'était prie. que la 2 chevaux devait emmener 4 personnes, Uh-huh. plus un sac de pommes de terre. C'est très précis. C'est hein. très, très C'est précis. très précis. Mais en ça- même temps, c'est important au niveau du poids de oui, savoir. parce qu'évidemment, on était sur des véhicules ultra légers qui n'avaient pas des grosses charges. C'est ça, c'était quoi? C'était une tonne? C'était C'était beaucoup moins, 500, beaucoup moins c'était même, 500 kilos. C'est ça. Ah, 500 kilos. Ah oui, Et alors alors- qu'aujourd'hui, c'est ridicule par rapport aux voitures Tout à d'aujourd'hui. fait. Et dans le cahier des charges, il y avait autre chose Oui. qui était assez... Il fallait que monsieur puisse garder son chapeau dans la voiture. Donc, qu'elle soit assez haute de pavillon Eh ben, pour pouvoir être assis dedans dignement avec son chapeau, parce que beaucoup de paysans dans le Morvan, dans tout ça, avaient un chapeau. Donc voilà, 4 personnes, un chapeau, un sac de pommes de terre. Et oui, bien sûr, être quand même un peu tout-chemin, donc d'où la suspension à grand débattement. Et il y avait également quelque chose autour des œufs. Je ne sais pas si tu as... Et il fallait pas casser les œufs. Il fallait En une fait, suspension souple. C'est ça. Ah. Il fallait en fait pouvoir transporter un panier d'œufs à travers un champ labouré. C'était ça Ah. le... les tests devaient être L'objectif incroyables. final. Les tests pour valider le cahier des charges de la 2 chevaux, où ils ont dû faire des tests avec ces 4 Sûrement. personnes, le sac de pommes de terre, les œufs, le chapeau. le chapeau, et vérifier tout va bien, c'est Oui, bon. oui. On Ben, remplit le Disons le que contrat. c'est là que Citroën a toujours gardé une avance technologique. Ils étaient très forts pour ça. Et parce que la suspension est très originale. Enfin, il Ouais. y a énormément d'éléments qui rendaient cette Les voiture sièges aussi, je Voilà. crois, étaient un peu comme... comme des suspendus. hamacs. Oui, c'est ça. C'est ça. Suspendus comme des hamacs. ouais. C'était avec plein de petits bracelets caoutchouc pour qu'ils soient hyper souples. C'est ça. Ok. Alors que la 4 chevaux a plutôt été conçue pour les ouvriers. Ah. Elle a été conçue plutôt comme une voiture de ville, de week-end, de départ. Plus urbaine en fait. Plus urbaine. Ouais, Ouais. c'est ça. Ok. D'où le cahier des charges adapté aussi à une vie rurale, en fait. C'était aussi logique pour la 2 chevaux. la 2 chevaux. Ouais. Oui. Alors, prochaine question. Est-ce qu'une voiture a déjà roulé sur 3 roues et laquelle? Oui, mais alors je vais pas avoir le nom. Hein. Oh, ben, il y en a eu plusieurs. Ah oui. Là- Même c'est toujours le cas. Il y en a des petites. Ça me fait penser. J'en ai déjà vu en Italie des voitures qui sont très étroites. Peut-être tu vas savoir Souvent en Italie, et ouais, qui les ont toutes petites. une roue avant, 2 roues arrière. Ah oui. Là, c'est... Je crois que c'est dans ce sens-là. Je sais pas si on appelle ça une voiture. Après-guerre, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, on a fait, par exemple, l'Isetta Velam, qui, elle, avait 2 roues devant, une roue derrière, Ouais. le moteur comme un moteur Ah oui, de 2 roues, Vespa directement sur la roue arrière, Ouais. et la porte était devant. C'est ça. C'est-à-dire, la porte s'ouvrait devant, ça emmenait même le volant, et on s'asseyait sur la banquette. C'était un peu comme un manège, quoi, Oui, une attraction, presque comme une grosse auto-tamponneuse, l'Isetta Velam. Mais les Anglais en ont fait aussi. Et du coup, tu dis comment ça s'appelle? L'Isetta Velam? Isetta. Isetta. Ouais. Isetta Velam. Bah, Et c'est quelle c'était- marque? C'est quelle C'est BMW. Ah. En fait, c'était ma prochaine question. Et du coup, tu as répondu déjà. Donc, cette fameuse voiture qui s'ouvrait un peu comme un œuf, où on rentrait dedans par l'avant, et en fait, qui était utilisée plutôt, pour le coup, en zone plutôt urbaine, avec toute la circulation qu'il y avait en ville. Et en fait, ça a été designé par un Italien Mhm. qui s'appelait Iso, d'où le nom de Isetta. Et en fait, en Italie, ça fonctionnait pas parce qu'il y avait déjà les scooters, les mobilettes, toutes ces Vespa. choses-là. Enfin, je sais pas si ça existait déjà à l'époque. Si. mais- Si. Si, Je pense. sais pas si Vespa C'est spécifiquement, dans mais- ces années-là, 50, quoi. Et en fait, BMW allait pas très bien à cette époque-là et a donc produit le design de Isetta en Allemagne, où là, ça s'est vendu à plus de... je sais plus combien enfin, en tout cas, ça a eu un véritable succès en Allemagne, dans les villes encombrées, bien plus qu'en Italie, puisqu'en Italie, comme tu disais, il y avait déjà d'autres types de véhicules pour la même utilité, quoi. Oui, puis il y a une question climatique, c'est-à-dire le 2 roues motorisé, il s'adapte au pays du Sud. Ah, Bah bien oui. sûr. Quand vous êtes à Naples, vous pouvez rouler toute l'année en scooter, quoi. C'est ça. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que le fameux Iso, monsieur Iso, en fait, il était constructeur de réfrigérateurs.
Et d'où l'idée de l'ouverture devant qui lui est venue du comme une porte de frigo. réfrigérateur, comme Ok. une porte de Ok. frigo. Je connaissais Ok. pas ça. Voilà, mais pour revenir sur la question d'avant, en fait, la voiture qui roulait sur 3 roues, c'était la Citroën DS, et tu parlais justement des suspensions hydropneumatiques tout à l'heure. Et grâce à cette capacité, du coup, ces suspensions-là, on pouvait enlever la roue arrière et la voiture roulait. Attends, comment ça on enlevait une des deux roues arrière? On Oui. pouvait, oui, tout à Et fait, et du la coup, voiture mais roulait. sauf que... Grâce à la suspension, Donc il y avait une roue d'un côté, 0 roue de l'autre. oui. Et 2 Ok. roues devant. Et 2 roues Et devant. deux roues Alors, devant. oui, alors c'est comme un chat qui a une épine dans le pied. Oui, ok. Un chat qui a une épine Lève dans la le pied, patte. il va Ouais. continuer à marcher, il va Ouais, pas ouais. te lever. Effectivement. Et une Citroën va faire la même chose. Et parce qu'on réglait la hauteur de caisse. Et donc, il suffisait de caler l'auto, de rétracter comme si on allait baisser l'auto. Et là, le système faisait l'inverse. La roue remontait et on la changeait comme ça sans cri. Alors, ce système-là a sauvé le général de Gaulle. Ah oui? Ah, lors de l'attentat Du de... petit Clamart. du petit Clamart. Parce que justement, il a pu rentrer à l'Élysée avec, je crois, 3 pneus crevés sur 4. Hmm. Et c'est grâce à cette suspension, en ouais. montant la caisse au maximum, qu'ils ne se sont pas arrêtés et qu'il ne s'est pas fait fusiller, qu'il a pu rentrer en direct, en urgence à l'Élysée, quoi. Bah, la DS d'ailleurs, qui est une voiture présidentielle, enfin qui a été utilisée par plein de présidents, je crois, Oui. Au cours du temps. Oui, en oui, France. oui, oui. Ben, pour mesurer l'avance de Citroën, il la sort en 55 avec un toit en plastique, une suspension hydropneumatique et tout. Et à ce moment-là, Peugeot sortait la 403, qui était la bonne vieille voiture de la bourgeoisie, mais qui avait techniquement un retard énorme. Et je ne parle pas de Renault qui a sorti la Frégate. Alors là, c'était encore pire. Elle avait une allure de crapaud. Ça a été le grand beat de l'automobile. Elle s'est vendue que 2 ans. Et puis après, elle est passée la Frégate est passée aux oubliettes en 57. Ça a été fini. Alors que la DS a eu toute une carrière. Et puis après, a donné suite à la CX qu'avait eu Jacques Chirac et tout ça, quoi. Oui, oui. Et donc, une dernière question. Dans les années 50, quel surnom avait la Citroën traction avant? Et qu'est-ce qu'elle avait de particulier qui est assez... qui est expliqué du coup dans son nom, la Citroën traction avant. Citroën traction avant. Est-ce que tu vois un peu ce que c'est? Bon, René, je pense que oui, non? Ben, on a toujours dit la traction. Oui, la traction, on disait. Ouais. La traction. Mais je pense que tu sais ce que c'est, mais aussi par son surnom. Je ne sais pas si tu as une idée, René, du surnom de cette voiture. Ce qu'elle pouvait pouvait... lui donner. Alors, on il pouvait lever y a l'avant. d'autres gens qui l'appelaient la Citron, mais c'était même plus ancien. On a commencé à appeler les Citroën les Citrons dès les années 35-40 à peu près. Et ça s'est perdu, ça. Dès la C4. Oui, ça s'est perdu. Oui, ça s'est perdu. Oui, 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 oui. Ok. Mais à ce moment-là, oui, quand on disait assez couramment une Citron. Mais la traction, c'est parce que ça a été le premier modèle de série à être en traction, c'est-à-dire c'est les roues avant qui tirent l'auto, alors qu'avant on savait faire que de la propulsion. Je vois. C'est ça. Et du coup, ça a été en fait une voiture assez connue grâce à beaucoup de films, en fait, si ça peut vous aider dans le surnom. C'était la voiture des gangsters, en fait, à l'époque. Dans les années 50, il y avait énormément de films où était représentée cette voiture. Je pense qu'Antoine, tu verras, si tu as l'image de la voiture, c'est vraiment la voiture des gangsters noire, avec vraiment le carré devant. Je te montrerai juste après, mais c'était en fait une voiture qui était utilisée aussi dans la vraie vie par les gangsters, parce que avec cette traction avant, en fait, elle avait une tenue de route qui était bien plus efficace que celle précédente que les autres automobiles, en fait. Donc, c'était vraiment la voiture des courses-poursuites, quoi, globalement. Oui, mais ça a été quand même tout de suite la voiture d'apparat. Et aussi, c'est ça qui est marrant, ouais. Oui. C'est que ça a été aussi... Mais qu'on retrouve un peu tout le temps dans l'histoire de l'automobile. Ouais. Si on prend, par exemple, BMW, BMW peut être... ou Audi. C'est même plus vrai en ce moment avec Audi. Je dirais, Audi peut être à la fois la voiture des gens très aisés et à la fois la voiture des trafiquants de drogue. Pour faire des remontées de l'Espagne. Voilà, pour faire du go fast, pour faire tout ça. Voilà, donc c'est exactement la même chose qu'à l'époque avec la traction, où c'était la police qui, elle, avait des estafettes Renault, des petits engins qui avançaient à rien, ou la gendarmerie a eu des 4L, a eu tout ça, quoi. Et donc, évidemment, on se faisait avoir sans arrêt par des véhicules comme la traction. Oui, parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser en puissance.
Oui, et surtout en tenue de route. C'est vrai que et Citroën a gardé cette géométrie d'un essieu avant très large et d'un essieu arrière beaucoup plus étroit. Okay. Ah oui. Et des essieux très écartés, ce qui rend les manœuvres un peu plus compliquées en ville, mais qui donne beaucoup plus de stabilité, c'est-à-dire avec très peu de déport avant, très peu de déport arrière. Ok. Enfin, après, voilà, il y avait toute une conception très très bien pensée sur l'équilibre de la voiture. Donc, c'était ma dernière question. Je pense que René est le grand gagnant de ce quiz. Oui, je pense bien, oui. Bravo, c'est facile. Hein, bravo de ton essai, mais c'est sûr que sur ce sujet-là, c'est... J'ai donné oui, parce que c'est très technique, il faut... C'est compliqué, oui, et puis c'est toute une... Mais c'est intéressant de voir, parce qu'à travers les questions de Manon, tu as parlé de un peu toute l'évolution de la voiture, en fait, là, c'est 50-60 dernières années. Mais ça doit être passionnant même de remonter encore avant. Comment la voiture s'est créée petit à petit, comment on s'est dit on met des roues motrices à tel endroit ou autre. Oui, tout à mais fait. est-ce que tu lis des bouquins là-dessus? Est-ce que tu regardes beaucoup des choses sur Internet? Enfin, comment tu t'informes de tout ça? Alors, moins maintenant. Quoique de temps en temps, je vais chercher un blog qui m'explique comment démonter tel truc et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même décroché par rapport à l'automobile actuelle. Qui m'a pas vraiment intéressé, quoi. Moi, une voiture qui fait pouic-pouic en reculant ou qui a 50 000 fonctions qui s'ouvrent en caressant la portière, je suis pas là-dedans, quoi. Alors, en fait, c'est tout ce qui est un peu annexe à la mécanique. En fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est plutôt la mécanique. Et après, tout ce qui est confort, équipement supplémentaire et tout ça, ça t'intéresse moins. Et c'est ce qui... C'est un peu les ajouts d'aujourd'hui, c'est ce quoi. Me bride pour acheter un véhicule, c'est-à-dire on n'a plus de véhicules qui ont un bon moteur. C'est-à-dire si on reprend les bases techniques, l'essentiel d'une voiture, c'est quand même un moteur, 4 roues, des essieux, des bonnes suspensions. Et un châssis suffisamment rigide pour justement, quand on fait un peu de conduite un peu sport, que tout ça vrille pas de partout. Bon. Tout ça a été complètement perdu de vue, à tel point que ça fait 4-5 ans que les constructeurs ne misent que sur la voiture connectée. Mais moi, si je veux une voiture, je veux pas un ordi. Enfin, quand je me promène en voiture, je fais pas j'ai pas envie d'être connecté, quoi. Alors, là, j'ai un ami qui a acheté une Tesla et qui est tout content parce que quand il rentre dans sa Tesla, ça lui dit, par exemple, quelle est la température du lieu où il va arriver. Comme en avion, quoi. Vous atterrirez dans 3 heures, vous aurez telle température, un tas de données. Voilà. C'est toute cette civilisation de la donnée qui me rebute un peu, où j'arrive pas à rentrer dedans. C'est-à-dire, j'arrive encore, par exemple, à faire de la rando, de la montagne sans montre Garmin, par exemple. Oui. Je peux survivre à ça, j'ai pas besoin de compter mes battements du cœur, mes milliers de pas, mes ceci, mes cela, mon déficit d'altitude. Enfin, je sais à peu près le calculer dans ma tête ou dans le ressenti et ça me suffit, quoi. Voilà. Et tout ce qui est voiture électrique aussi, qui amène des... Enfin, du coup, ça fonctionne totalement différemment. Tu t'y intéresses ou pas trop? Oui, je m'y intéresse parce que ça va être un enjeu. Oui. Et là, on est vraiment aussi dans le politique. Je vais faire mon petit sketch politique rapidement, mais malheureusement, la voiture pour tous, c'est Hitler qui l'a lancée en exigeant que Volkswagen fasse la coccinelle. Oui. Et à la sortie de la guerre, le gouvernement français a emboîté le pas en convoquant Peugeot et Citroën de la même façon en disant là maintenant il va falloir faire une voiture pour tous. La Volkswagen, c'est la voiture du peuple. Ouais. C'est Volks qui veut dire le peuple en allemand. Et Wagen, le moyen de locomotion, enfin la voiture. Voilà. Et actuellement, on en est au même point. Je trouve qu'il y a une faillite du politique de ne pas avoir guidé la production automobile. C'est-à-dire les producteurs se sont gavés en disant on s'intéresse qu'à faire des SUV de 2 tonnes et plus pour rouler à 30 à l'heure en ville, dans des paradoxes complètement hallucinants. Effectivement, les voitures ont doublé, voire triplé de volume. De poids, je veux dire. Et le poids, c'est la consommation, c'est la pollution. Ouais. Donc, tout à l'heure, quand tu abordais, je sais pas, l'un de vous deux sur la question ça consomme plus, non. Là, moi, je viens de descendre en Corse avec la 306, j'ai fait plus de 1000 km avec un plein, avec 47 litres. Ouais. Et c'est exactement les données d'un véhicule hybride de maintenant. Alors, on a bien sûr amélioré les motorisations, mais ce gain-là, on l'a complètement bouffé par l'excès de poids, l'excès de
d'accessoires annexes qui viennent... on pourrait, dans l'autre sens, si on avait pris le problème à l'inverse, faire une voiture légère qui consomme 2 litres. Mais on n'a pas donné cette orientation. Et puis, alors maintenant, on me répond, tout le monde rêve que d'un SUV. Oui, mais ça a quand même été avant tout une propagande. Les gens ne sont pas nés en rêvant d'un SUV. Il y a bien sûr une propagande faisant que le SUV devient comme... Oui, puis aujourd'hui, moi, je trouve ça... Enfin, j'ai à peu près le même avis que toi sur les SUV. C'est-à-dire que c'est beaucoup de... Enfin, ça pèse extrêmement lourd. Souvent, c'est utilisé par une personne. Toutes les voitures de fonction, c'est des SUV. C'est ce que j'allais dire. Les voitures d'entreprise et autres qui sont souvent prêtées pour des trajets où il y aura une personne dedans. Ouais. C'est ridicule. Enfin, c'est du gâchis dans tous les sens. Oui. Le moment où on s'est occupé le plus de la consommation, alors on ne parlait pas encore de pollution, mais de consommation, le moment où le carburant était le plus cher, c'est 1958, l'année où je suis né. Et c'est à ce moment-là que Panhard a sorti un véhicule en carrosserie aluminium, 5 places, 5 chevaux, et qui pesait dans les 700 kilos. Okay. Voilà, on était capable de faire ça. Donc maintenant, on serait tout à fait capable de refaire la même chose s'il y avait cette volonté, mais on est complètement hors sol entre ce qu'on propose aux gens et puis il va y avoir un vrai décrochage social sur la capacité à avoir une voiture. C'est-à-dire qu'on vend des voitures qui sont technologiquement pas entretenables pour le budget moyen des gens. Ouais. Voilà. C'est ça le problème. Mais c'est pour ça que beaucoup de gens prennent du leasing. Aussi. Oui, mais alors c'est encore pire. C'est-à-dire, ils prennent du leasing en se disant mon fils qui travaille dans le secteur, il a un véhicule de fonction qui, au bout de 7 mois, avait une panne de 15 000 euros. Ouais. Bon, alors c'est couvert par la garantie, c'est tout ça. Oui. Mais imaginons que le véhicule ait 3 ans et que quelqu'un l'ait hors LOA, justement. D'un seul coup, il se retrouve avec 15 000. L'auto vaut à peu près plus que 15 000, d'ailleurs. Voilà, quoi. Donc, c'est tous ces enjeux-là actuels qui posent un vrai problème. Alors, pour en venir à l'auto électrique, moi, je sauterais l'hybride. Pour moi, c'est une ânerie, l'hybride, puisqu'on conjugue une mécanique thermique plus une mécanique électrique. On essaie d'harmoniser les deux, donc on multiplie les pannes par 2, voire par 3. Ouais. Puis ça complexifie encore plus le fonctionnement. L'électrique, on revient à si elle est petite, j'adore les Citroën Ami, tout ça, je trouve ça très bien. Après tout, si on l'a fait de taille raisonnable, c'est très très bien. Et puis c'est comme un aspirateur, ça marche ou ça crame, quoi. Donc c'est vite réglé. Et tu suis tout là les dernières courses, on va dire, entre les constructeurs automobiles autour de la voiture autonome et même des entreprises de la tech qui sont à fond là-dedans, ou pareil, ça t'intéresse pas plus que ça? Je regarde de loin, mais j'ai l'impression que ça a fait foi. C'est-à-dire, on en parle depuis au moins 5 ans. Oui, c'est ça, ouais. Que ça n'a pas avancé, que les modèles américains ont eu quand même des sévères pépins, ont provoqué des accidents mortels, donc on a un peu remballé ça. Et puis, le marketing n'a pas su le rendre justement indispensable encore dans la tête des gens. Moi, des fois, ça me tenterait, c'est tout simplement, quand je pars marcher à pied, j'aimerais bien pas faire l'aller-retour. Et j'aimerais bien... la voiture arrive te chercher. Voilà. Ah oui. Je trouverais ça très sympa. Si j'avais une petite machine, mais comme une Citroën Ami, une machine toute simple, mais d'un coup de clic, dire, j'en ai marre, j'ai fait 15 km, j'ai pas envie de le refaire dans l'autre sens. L'auto, elle vient me chercher, je trouverais ça sympa. Voilà. Ça aurait une utilité. Donc, je suis pas contre toutes les options modernes. Il y en a certaines qui pourraient me convenir. Mais il y en a plein d'autres que je trouve... Alors, une fois qu'on l'a, c'est-à-dire que moi, j'ai eu des véhicules de fonction, une fois qu'on l'a, on s'y fait vite. C'est ça le piège. C'est que si quelqu'un roule ne serait-ce que 3 mois dans un véhicule très récent, il a du mal à repasser plus vieux. Parce que... Et même le fait de boîte automatique, boîte manuelle. Enfin, je veux dire... Oui, la boîte automatique, c'est vrai qu'en France, on a été les derniers parce qu'il y avait un peu une image de la conduite virile, la conduite sportive, on savait passer les vitesses. Le conducteur français s'imaginait le Jean-Pierre Beltoise de circuit, quoi. Beltoise, René s'appelle René Beltoise. Oui, alors ça on ne l'a pas abordé. Mais c'est vrai que c'est entre les 2 éléments de ma mère et de André Petit, il se loge aussi Jean-Pierre Beltoise, qui a été le poulidor de l'automobile et qui a été éternel second. Éternel second et très populaire. Comme on mais du coup, de quel type d'automobile il faisait quoi comme
Ah ben lui, il était au début garagiste, il a commencé à faire de la course moto sur des 125 de manière très modeste, et puis à ce moment-là, il n'y avait pas les teams, comme on dit maintenant, qui ont des budgets faramineux. Hein. Oui. C'était beaucoup plus artisanal. Et donc, il a progressé très vite jusqu'à arriver en Formule 1. Je crois qu'il a fait 15 fois les 24 heures du Mans. Ouais. Donc, il a fait toute la carrière de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Mais il avait toujours Stewart devant lui, qui était numéro 1 et lui numéro 2 ou plus. Voilà. Et il a été le pilote officiel de Matra, donc visiter le musée Matra à Romorantin, qui est un joli petit musée qui se fait rapidement, qui est très sympa. Très sympa. Okay. Et toi, justement, toute l'idée de vitesse dans la voiture, c'est quelque chose que tu aimes bien? T'es déjà allé sur des circuits pour tester des voitures pour tester la vitesse ou pas du tout? Parce que c'est souvent quelque chose qui peut être... les passionnés de voiture, des fois, ils aiment bien ça. Être dans une voiture et tester la puissance de la voiture, la vitesse, ce genre de choses. Ah oui, mais j'ai dû aller qu'une fois sur circuit. Mon grand-fils, lui, il en fait. Hein, il a équipé une voiture pour faire du circuit. Mais c'est celui qui est aussi dans l'automobile qui travaille. Que vous avez rencontré. Oui, tout à fait. Bon. Et qui lui, pour le coup, tu lui as un peu transmis ta passion quand même. Oui, puisque maintenant ça s'est inversé, c'est-à-dire à chaque fois que je cale, je fais appel à lui. Il est devenu expert. Oui. C'est son métier, quoi. C'est son métier. Il est technico-commercial dans la vente de pièces et de peinture et tout ça. Hein, donc c'est son métier. Et donc, comme il visite tous les professionnels de l'automobile, il peut avoir une vue beaucoup plus large. Il peut, justement, quand il y a des questions techniques, dire tiens, je vais la poser. Ah, je touche au micro. La poser à un tel ou un tel et ainsi de suite, quoi. Donc oui, lui, il fait aussi de la course automobile. Oui. Moi, j'aimais la vitesse à une époque où il n'y avait pas de limitation. Et puis même après, je m'en suis mangé quelques radars. Non, j'aimais rouler vite. Oui, voilà. Ce sentiment un peu de liberté. Oui. Et alors justement, dans les rêves dont tu parlais, de voyage et tout ça, est-ce que tu en as encore qui ont que tu t'aimerais faire maintenant avec tes voitures Non, plus trop en voiture. D'ailleurs, la preuve, mon van, je l'utilise pas. C'est vrai que j'ai plein. D'ailleurs, c'est aussi que dans les 30 dernières années, j'ai passé l'essentiel de mes vacances en voilier. Donc, c'est aussi le bateau qui m'a... On peut pas être à la fois sur 4 roues motorisées, sur l'Alphate et le bateau. Hein. La voiture amphibie, je crois, existe. Je crois qu'il y a des modèles très rares de voitures qui... Après, voiture bateau. L'autonomie est, je pense, très limitée. Oui. Il y a des constructeurs qui ont pensé faire des ingénieurs, pas forcément à grande échelle, voilà, mais qui ont créé des voitures amphibies comme ça, qui avec des roues avec une voiture qui flotte, quoi. Oui, je crois que dans les films de Louis de Funès, il y a une DS qui vole aussi. Oui, exactement. Il y a une DS qui vole. De toute façon, je pense que les constructeurs ont à un moment voulu tester tout un tas de choses. Donc le voilier, ça t'intéresse maintenant presque plus, ou en tout cas c'est autre chose? Oui, et là, c'était le cas encore cette année et l'an dernier, c'est que ma connaissance de la mécanique, je la transpose sur un moteur marin qui est un peu différent d'un moteur de voiture, et j'ai eu plaisir à m'adapter à ça, à comprendre quelle était la différence et comment on peut entretenir un moteur de bateau de manière légèrement différente d'un moteur de voiture, même si l'essentiel de la conception est la même. Oui, ça reste un moteur... moteur thermique, 4 temps. C'est ça. Voilà. Et donc tu t'es déjà pas mal déplacé avec le voilier? Tu as déjà fait des petits... D'abord, ce voilier, avant, il appartenait à une association et j'étais un des chefs de bord depuis plus de 30 ans. Donc c'est un voilier avec lequel ce voilier-là a fait à peu près tous les ports d'Europe entre la Norvège et la Grèce. Parce que quand il était géré par cette association, on se le passait 15 jours par 15 jours, ce qui permettait de, tous les étés, lancer un grand programme de navigation et d'aller loin. C'est une bonne idée, ça, de partager, parce que c'est quand même un coût, un voilier, et de partager du coup l'entretien, la maintenance avec plusieurs personnes. Finalement, c'est ça que ça revenait à faire à l'association. C'est ça. Tout à fait. Et tu arrivais à faire ça et à faire... Alors, t'as pas dit quel métier tu faisais dans la vie. Je sais pas si tu veux le dire ou pas, mais en tout cas d'allier à la fois ta passion pour l'automobile, ce genre de choses, et puis avoir son métier, sa famille, ça prend du temps, quoi. J'ai toujours eu des hésitations à le dire parce que c'est un sujet particulier. Je vais le dire, après tout. Voilà, j'ai fini ma carrière comme directeur dans l'administration pénitentiaire d'un service extérieur, c'est-à-dire les
ce qu'on appelle les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc, D'accord. j'ai jamais été directeur d'un établissement, même si c'est mes collègues que j'ai toujours côtoyés. Hein. Nos services extérieurs, eux, ils assurent l'exécution des peines, de toutes les peines qui se purgent en milieu libre, pour faire simple. Hein. Il y a des missions, tout ça, hein, mais pour faire simple, voilà. Donc, c'était un métier qui avait totalement rien à voir avec l'automobile. Et c'est là que ça rejoint André Petit, dont je parlais, qui lui avait été instituteur, ce qui n'avait rien à voir avec le fait de réparer des voitures. Oui, il n'utilisait pas ses capacités et ses connaissances dans la mécanique, ou très peu, dans son enseignement, quoi. Un petit peu. Un petit peu. Dans la pédagogie, quand même, peu. peut-être. Oui, non, mais je crois qu'il y a un moment, il a même monté un moteur de voiture dans sa classe pour expliquer comment ça fonctionnait. Et si l'histoire est vraie, l'inspecteur lui aurait dit vous n'avez pas le droit de mettre ça. Et lui avait dit vous n'aurez qu'à le descendre en partant, sachant qu'un moteur fait 150 kilos. Génial. Effectivement. Bon. Mais c'était aussi l'époque des classes de campagne où il y avait une certaine liberté pédagogique qu'il n'y a plus maintenant. C'était moins encadré. Oui, c'était un programme plus flexible. Oui, il y avait des instituteurs qui apprenaient à greffer des arbres, et tout ça. Faut leur placer aussi dans ce contexte-là. Et du coup, on parlait au début de cette discussion du fait que des fois, ça t'arrivait d'acheter de nouvelles voitures, voilà, que tu trouvais, soit tu passais à côté, tu discutais avec la personne, ou sur le bon coin, etc. Mais bon, effectivement, tu as de la place, mais pas de manière illimitée. Mais du coup, c'est-à-dire que tu vends un certain nombre de voitures de manière régulière, ou tu fais, comme si j'ai bien compris, par exemple, avec Manon et Étienne, tu loues du coup ces voitures pour les faire un peu vivre, rouler, et pour en même temps, ça te fait aussi un petit pécule, parce que j'imagine que tu payes les assurances pour toutes ces voitures aussi. C'est quand même des coûts importants, non ? Ou celles qui ne roulent pas, tu n'as pas besoin de payer d'assurance. D'abord, je les assure qu'en responsabilité civile. C'est-à-dire que s'il y a un dégât sur l'auto, je l'assume moi-même. Donc déjà, le coût est beaucoup moindre. Et effectivement, pendant 6 ans, j'ai fait de la location par des plateformes. Mais ces plateformes-là, elles m'ont jeté là, il y a très peu de temps d'ailleurs, au mois de janvier, parce qu'elles veulent monter en gamme. Et il y a eu une ubérisation totale du système. C'est-à-dire qu'au début, ça a commencé dans une logique d'autopartage, puisque par exemple, Wicar appartenait à la SNCF, un peu comme Blablacar. Oui. Mais comme énormément de plateformes font maintenant dans tous les domaines. C'est-à-dire, ça part sur une idée d'un partage plutôt sympathique. Et puis, on s'aperçoit très, très vite que ça devient un système où on a ubérisé les opérateurs. Et là, actuellement, il y a par exemple le groupe Turo qui a racheté Wicar pour le fermer. Et d'ailleurs, c'est un Français installé en Californie qui le dit très librement, voilà, je rentre 2 milliards par an et j'en redistribue 1,1 à mes opérateurs, c'est-à-dire 0,9 pour moi, ce qui est une belle marge. Et donc, dans leur stratégie, c'est la montée en gamme de façon à passer d'un autopartage qui était plutôt avant, à l'origine, de voitures plus modestes que les loueurs, qui eux ont un parc neuf, où maintenant c'est l'inverse, ils veulent faire du parc récent avec en plus du service. C'est-à-dire on emmène l'auto à l'aéroport, on met la petite bouteille d'eau dedans. Ils veulent monter en gamme. On fait loc presque pas avec chauffeur, mais avec mise à disposition de... Oui, je vois. Tout le confort. Voilà. Mais on est dans cette logique actuelle aussi du moindre effort, du plus de services, enfin que je trouve assez hallucinant dans nos sociétés. C'est-à-dire les gens ont besoin à la fois d'un surassurance, c'est-à-dire que si l'auto tombe en panne, il faut que le taxi soit là immédiatement, et à la fois on leur vante une politique du moindre effort, où dès qu'ils arrivent en vacances, ils sont déjà devant la piscine, et après ils prennent un abonnement Basic Fit en compensation pour quand même faire quelques mouvements. Vous voyez, on est dans un paradoxe. C'est vrai, bien résumé. Effectivement. Et du coup, ils t'ont viré des plateformes. Comment ça ? Oui, ils ont... du fait des voitures. Est-ce que tes modèles étaient trop vieux Oui, pour c'est ça. De toute volaient. façon, ils admettent que des voitures de moins de 12 ans. D'accord. Et donc, si on fait le calcul économique, acheter une voiture de moins de 12 ans qui soit fiable et entretenable, ça vaut vraiment pas le coup. Il n'y a que qui gagne, quoi. Mais on a la même chose avec les chauffeurs VTC, où au départ, en VTC, n'importe qui pouvait faire un peu de VTC avec une vieille voiture. Maintenant, les plateformes exigent d'avoir des véhicules électriques, hybrides ou très récents. Et donc, le malheureux chauffeur VTC, s'il fait son calcul,
il lui reste 2 € de l'heure. Il faut qu'il travaille 18 heures par jour, parce qu'une fois qu'il aura payé son LOA et que son véhicule aura décoté, il n'aura rien gagné. Voilà. Oui, de toute façon, toutes ces plateformes, j'ai l'impression, en ce moment, serrent pas mal la vis, se mettent des marges, mettent plus de règles, et qui fait que les personnes qui travaillent là-dedans ont beaucoup de mal à se faire de l'argent. Enfin, ils ont vraiment, pour le nombre d'heures travaillées, l'argent qu'ils ont est finalement très faible. Il faut que tu récupères tous tes clients, tous tes loueurs maintenant, et que tu crées ton propre réseau, réseau indépendant. Tu pourrais, vu le nombre de personnes, je pense. J'y ai pensé, mais là où je bute, c'est le fait de trouver un assureur. Ah oui. C'est-à-dire, c'est là que j'ai un problème, c'est qu'aucun assureur ne veut assurer ce type de risque ou d'activité. Les garagistes ont, eux, ce qu'ils appellent le multivolant, qui leur permet de conduire tous les véhicules de leurs clients, mais ils la payent quand même très cher, cette assurance-là, quoi. Donc après, c'est pareil, si le coût de l'assurance engouffre, ça n'a plus d'intérêt, quoi. Mais en ce moment, c'est même Le Bon Coin commence à mettre des frais, Blablacar a augmenté ses frais, enfin c'est général. Oui, c'est général, effectivement. Finalement, le bouche à oreille, quoi. Effectivement. Moi, j'avais peut-être des dernières questions sur un point qu'on a un peu moins abordé. C'est le fait, est-ce que tu vas à par exemple, des festivals de vieilles voitures? Est-ce que tu vas présenter tes voitures? Est-ce que tu vas discuter avec d'autres passionnés comme toi dans des événements un peu... où tu gardes cette passion pour toi et tu n'as pas forcément envie de la partager plus que ça. Non, je ne suis pas sur ce registre-là parce que d'abord mes véhicules restent des véhicules du quotidien. Pas de collection. Pas de collection. Voilà, ils sont utilitaires. J'en ai une, c'est une 405 de 1988. Je l'ai eue, elle avait 27 km d'origine. Elle était vraiment dans son jus. Sur la place passager, il y avait encore le plastique sur la moquette. Enfin, c'était sorti d'usine, quoi. Bon. Et puis finalement, je l'ai utilisée. Ma fille l'a utilisée pas mal. Je l'ai louée. Enfin, petit à petit, alors elle continue à tourner et ainsi de suite. Mais elle est plus en état de collection. Elle est en état de servir, je dirais. Bon. Mais après, c'est aussi toute une question, un peu comme n'importe quel objet. Est-ce qu'on s'en sert, quitte à ce qu'un jour on le dégrade, ou est-ce qu'on le met sous cloche, quoi? Parce que j'ai été avec Johan, mon grand-fils, il m'avait emmené à un salon porte de Versailles, je ne sais plus comment il s'appelle, justement de la belle voiture de collection. Donc il y en a qui ont des voitures sous une espèce de poche plastique gonflable, comme les jeux des enfants, là, qui met la température et l'hygrométrie adéquate pour qu'elle se conserve bien. Mais là, on est dans de la conservation de musée. Oui. Voilà. Et elle n'est plus utilisée, en fait. C'est un objet de musée. C'est un objet de musée sur des véhicules qui coûtent des sommes astronomiques. Parce que dans le véhicule de collection, c'est presque comme dans les tableaux, quoi. Il y a des cotes. On est dans une forme même de spéculation en ce moment. Donc tout ça m'intéresse assez peu, quoi. Je comprends, Ok. Et peut-être une dernière question, peut-être pour quelqu'un qui nous écouterait, qui vient d'acheter sa première voiture, qui a envie d'être plus indépendant dans ses réparations et tout ça, qu'est-ce que tu conseillerais? Par quoi commencer? Comment se former finalement en fait à tout ça? Par quoi commencer? Alors, déjà, commencer à acheter un modèle suffisamment déclassé, mais qui reste quand même, qui n'a pas trop de kilomètres, qui reste en bon état, parce qu'il y en a des véhicules qui ont assez peu tourné, faut chercher un peu, mais on en trouve. Et évidemment, il faut accepter qu'ils soient hors mode ou qu'ils soient bof, quoi. C'est-à-dire la Citroën Saxo, enfin voilà, c'est ça que j'appelle la voiture bof. Oui, ou qu'ils soient récupérés, il y a une portière qui n'était pas là d'origine, et donc elle a une couleur... sans tomber dans la machine déjà bricolée. Non, je parle de la voiture de retraité âgé qui a passé son temps dans un sous-sol et qui a servi à aller faire les courses, qui est encore qui n'a pas beaucoup de kilomètres. Et qui est encore très très bien, mais personne ne veut parce que c'est pas sexy, quoi. Une 106, une Saxo, des choses comme ça. Et si on veut un peu plus gros, par exemple, une Xara, il en traîne encore des belles sur le marché, mais bon, c'est daté, quoi. Oui, et puis c'était une voiture tellement déjà quelconque et banale à l'époque qu'elle n'a pas un intérêt fou. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut mieux miser si on veut faire le meilleur achat possible. Parce que là, je vois, il y avait la discussion il y a quelque temps avec mon petit-fils qui voulait, comme tous les jeunes, par exemple, la Polo. C'est-à-dire la Golf et la Polo ont été les modèles qui ont toujours fait flasher les jeunes, quoi. Et donc, on la paye 3 fois plus cher
avec 3 fois plus d'ennuis. Voilà. Et après... une de nos sœurs, elle est exactement dans ce cas-là. Et elle a des beaucoup ennuis. d'ennuis. Oui, voilà, exactement. Normal, voilà. Alors, après, sur ta question, comment débuter ? Moi, j'entends souvent dire « Ah, maintenant, électronique, on ne peut plus rien faire ». Non, ce n'est pas vrai, parce que l'électronique n'est qu'une surcouche. C'est-à-dire que sous l'électronique, il y a quand même une voiture où on peut vidanger soi-même l'huile, c'est assez sale, il faut aller à la cuvette, les gants, faire ça avec Mais le problème, précaution. c'est pas les capteurs. Quand il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de capteurs et tu as souvent des problèmes de capteurs. Et que si tu n'as pas la bonne connaissance, c'est compliqué d'aller... Enfin, tu es souvent obligé de passer par un garage. Oui, alors c'est là qu'il y a une question d'année. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a jusque dans les années, je dirais 2010 à peu près, en appuyant, je ne sais pas, 3-4 fois sur le commodo, on arrivait à remettre à zéro le témoin de vidange ou des choses comme ça. Et puis après, il faut la valise et ainsi de suite, quoi. Bon, mais quand même, parce que même si le témoin de vidange reste allumé, après tout, on s'en fout. On sait qu'on a fait soi-même la vidange, on le note sur un carnet. Enfin, il y a un moment... Il faut plus tenir compte des indications, des signaux. Oui, c'est ça. Alors là, il est vrai que les constructeurs vont dans la perversion maximum, puisque, par exemple, sur des modèles Citroën récents, si le témoin d'alerte moteur s'allumait, au bout de 2400 km, il tombe en panne. Comme ça, le concessionnaire est sûr de vous récupérer. Obsolescence programmée. Oui, mise en panne programmée. Oui, alors, ils ont des bons arguments en disant, s'il y a un témoin qui s'allume, c'est que le moteur va s'user prématurément, donc il faut qu'il rentre chez nous en concession. Et donc, on est totalement piégé. Moi, c'est ça qui m'est insupportable, c'est qu'on ne peut plus vraiment acheter sa voiture. C'est le cas avec Tesla, où à tout moment, Elon Musk peut arrêter toutes ces Tesla, puisque tout est programmé par Wi-Fi, Bluetooth et les mises à jour. Au même titre qu'on peut couper Internet chez tout le monde, on peut... bien sûr, qu'on est dépendant globalement des géants de la tech pour plein de choses, notamment les voitures. Maintenant. Voilà, maintenant c'est ça. Mais il n'y a que ces derniers modèles, quoi. Oui, effectivement. Ok, et ben c'est transmis. Est-ce que tu as peut-être ton petit son à nous faire découvrir ? Oui, je vais essayer pour de la prochaine ou le prochain invité. Tu peux jouer René à la devinette. Je vais vous faire écouter un son, donc vous allez devoir essayer de deviner à quoi est-ce que ça vous fait penser. La première chose qui vous vient en tête, toi René et toi Manon, et puis on va voir. Alors, moi, je dirais un passionné de fanfare de rue. Ok, intéressant. Moi, je vois de la danse de rue. Mm-hmm. Je vois l'instrument de musique, là, où il y a les... Ah, je sais pas comment appeler ça. Oui, pas des maracas. Oui, mais... un peu du même style, ouais. Un tambourin ? Oui. Avec des clochettes autour ? C'est ça. De la danse de rue, je dirais. Ok, en tout cas, on est dans la rue. On est dans la rue. C'est ça. Très bien. Et après les voitures, la rue. Exactement. Finalement, pas très loin, finalement. Là. Les voitures vont dans la rue, a priori. A priori. Non, ils sont dans le jardin de René. Ils sont, c'est exactement. Ou dans le jardin de René. On les veut le moins possible dans les rues, surtout en ville, quand même. Oui, c'est vrai. De moins en moins de... Oui. Exactement. Yes. Ok. Eh bien... on verra ça au prochain épisode. Dans un mois. Dans un mois, c'est ça. Merci infiniment, René, d'être venu nous parler de ta passion jusqu'à nous. Merci, Antoine, d'être venu jusqu'ici. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, René, puis de remonter un peu dans le temps, moi également, à travers tes histoires. Voilà. Et sinon, on souhaite... Si vous avez besoin d'une voiture proche d'Orléans... Oui. On peut vous passer le contact de René en location. Exactement. Voilà. Si vous êtes passionné comme lui de certains modèles de voitures, je crois que vous avez compris lesquels il avait dans son jardin. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Des fois, on veut être indépendant dans tout ça, mais comment, quoi ? Il faut se lancer, quoi, à un moment. Et c'est vrai que les mentors, pour ça, ça aide. Toi, c'est un peu ce que tu as eu. Ah oui, bien sûr. C'est essentiel quand même dans une vie, finalement. Mais comme pour les métiers, c'est bien rare dans les métiers. S'il n'y a pas eu à un moment, même en amont des métiers, dans les études, s'il n'y a pas eu un prof qui a été déterminant pour donner l'impulsion, pour croire en ce qu'on pouvait faire. Dommage que vous nous quittiez. Alors que ça commençait à devenir passionnant. Oh, continuez, j'adore. Vous avez raison, je vais essayer. Oui.